Bienvenue dans Homme le podcast. Nous, c'est Marc et Marie-Ange. Un mec et une nana aux opinions souvent divergentes qui se retrouvent autour d'interviews pour découvrir et comprendre comment les hommes et les femmes peuvent enfin se rencontrer. Lui a toutes les caractéristiques de l'homme blanc, hétéro, cis privilégié. Et elle est une petite blonde gentille et féministe. Bref, ils semblent être tous deux des clichés de notre société et pourtant de cette rencontre a germé l'idée d'écrire ensemble une nouvelle histoire du masculin. Au-delà des clichés et des injonctions où tous peuvent trouver leur place. Dans cet épisode, nous accueillons Pietro Marollo, chorégraphe. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Pietro, bienvenue à Homme le podcast. Merci de te joindre à nous. Et avant de commencer, pour que les gens te découvrent un peu ou sachent un peu plus sur toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ou quelle est ta bio? Voilà, si tu veux en dire un peu plus sur toi qui pourrait aider les auditorices à te comprendre et à te situer. Waouh, ok, j'espère pas dire de bêtises, je pense connaître la réponse, mais quand même. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est une bonne question. On va dire très simplement, je suis artiste, je travaille dans le performing art et dans le visual art, c'est-à-dire je prépare des pestacles. Je fais des pestacles dans le domaine de la danse, du théâtre, je fais des installations et des vidéos. Voilà, c'est ça que je fais dans la vie. Puis il y a quelque chose de nouveau qui s'est généré depuis un an dans mon parcours de vie, qui a à voir avec en français j'aime pas ce mot soin, ça fait très hôpital, très clinique, mais the healing, c'est beaucoup plus classe, healing. Je me prends soin de gens, de groupes ou de personnes au travers de l'énergie, au travers de rituels, au travers du toucher par exemple. Cool. Génial. Super. La première question qu'on pose pour ouvrir le podcast, on pose la même à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le masculin? Waouh. J'aurais dû écouter les autres avant. D'accord. Alors, si vous m'aviez posé la question il y a une semaine, 10 jours, j'aurais pu te répondre. Mais aujourd'hui, je crois que, waouh, c'est difficile à répondre. Je viens de rentrer dans un festival de Tantra à Ibiza. Et là, on a joué toute la semaine avec The Melting of Polarities. Quand les polarités... L'effondrement des polarités? La chute des polarités? C'est beau ça, c'est très philosophique. L'union, en fait, l'union profonde des polarités. Et ça m'a mis complètement en crise. Donc, ce que je pensais être mon masculin, en fait, c'est révélé être mon féminin. Du coup, je sais plus où c'est mon masculin. Et je sais pas où retrouver mon féminin non plus. Mais je crois que l'énergie masculine a quelque chose à voir. Pour moi, c'est comme un arbre qui tient en toi, en fait. C'est un pilier qui est là pour générer un espace, en fait. C'est un peu métaphorique ce que je dis, donc les gens peuvent le décliner comme ils veulent. Mais proposer un projet artistique, faire en sorte qu'il y ait une troupe qui se retrouve, c'est un geste masculin qui permet à une créativité, qui est plutôt ce qu'on appelle l'énergie féminine, de s'épanouir, par exemple. La mienne, ou j'espère celle des autres. Cool. Et avant de poser la deuxième question, là, ça m'intéressait d'y rebondir tout de suite dessus, c'était... Qu'est-ce qu'était ta croyance du masculin et du féminin il y a une semaine et maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu nous disais là que ce que tu croyais qu'était masculin était féminin et inversement? Donc c'était quoi tes croyances il y a une semaine et qu'est-ce qui a évolué? Ça m'intéresse. Ah ouais, ok. La première chose, je dirais que ce qui a changé, c'est mon ressenti par rapport à ce que les gens voyaient en fait. Donc avant, c'était très en connexion, parce que je ressentis comme féminin, c'est-à-dire comme je mets en avance mon intuition, ma vulnérabilité, mon chaos, mon besoin, ma recherche de tendresse par exemple, était assez en connexion avec ce que les gens me renvoyaient. Et je crois que là, pendant le festival, quand les gens me disaient ah ouais là t'es hyper masculin, mais je disais non pas du tout, là je me sens ou vice versa. Et donc c'est ça qui a changé le ressenti. Et il y avait un des facilitateurs, c'est pas facile ce mot, hein. Facilitateur, c'est pas facile du tout, qui disait qu'en fait quand vous mettez l'accent sur un des polarités, parce que vous avez besoin de vous protéger ou de l'explorer, l'autre devient plus fort aussi. Et du coup, à un moment donné, elle fonde, en fait. Elle se fonde.
Et il y a eu une fête pendant le festival dans laquelle il fallait se déguiser dans l'autre genre. Donc tous les hommes se déguisaient en femmes et vice versa. C'était un délire. Enfin, voir 450 personnes déguisées, c'était un délire total, c'était trop beau. Et très festif, enfin, vraiment le sens pur de la fête. Et donc j'étais déguisé en femme, et là je disais, mais ça c'est moi tous les jours en fait. c'est là où je suis rentré. Donc le fait de m'habiller, ça ajoutait pas plus en fait à ce que je ressentais d'être en termes d'énergie tous les jours. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Très clair. Parce que pour moi, complètement, moi j'adore. C'est parfait avec l'épisode, tout est parfait. La question d'après, un tout petit peu différente. Qu'est-ce que c'est pour toi un homme? Wow. Donc, je sens le besoin qu'on clarifie en termes de langage, homme masculin, c'est-à-dire quelqu'un qui a un sexe, un pénis. Mais j'avoue que dans ma vie, l'univers a voulu que j'ai été beaucoup en contact avec des femmes sans pénis, mais qui avaient une énergie masculine très forte. Et donc, qu'est-ce que c'est un homme? Ça, c'est une bonne question. Et surtout, je ressens une certaine timidité, une certaine honte à répondre parce que je me considère un homme blanc privilégié. Et du coup, prendre la parole là-dessus, c'est pas facile. Et c'est pour ça que j'apprécie cette invitation parce que je crois que ce qui manque le plus, c'est un statement, un speech, quelque chose qui ouvre une voie aujourd'hui sur cette question-là. Là, j'ai besoin d'invoquer mes guides, et ce qu'on suggère ici, c'est que dans la parole homme, on a un bagage culturel qui est celui de le rendre universel. Donc souvent on associe aussi les femmes, on met toute l'espèce en fait dans homme. Et je crois que la nouveauté aujourd'hui, ce serait celle de ne plus le faire déjà, de le limiter à une partie de l'espèce, et pas voilà, humain aussi a sa racine dans homme, mais en fait la racine humain provient de la terre, de humus. Donc je préfère cette étymologie-là, quelque chose qui nous connecte en fait à la nature. Il y a un anthropologue que je lis beaucoup en ce moment, qui s'appelle Eduardo Viveiros de Castro, c'est un Brésilien, qui est un peu le Einstein de l'anthropologie, c'est-à-dire qu'il est en train de faire une révolution complète, et qui dit aujourd'hui humain. Il dit ça parce qu'il a étudié les communautés amérindiennes et s'est posé la question comment et pourquoi, comment l'anthropologie occidentale a changé en étudiant les communautés amérindiennes. Et il dit on a absorbé leur cosmologie, et là-dedans il va prendre cette chose que maintenant je vous partage, qui est humain est tout être ou chose qui est capable d'avoir un point de vue sur la réalité. Et du coup, ça peut être... humain n'appartient plus à notre espèce, déjà. Du coup, la connexion avec le mousse, c'est la réalité, c'est ça la Terre. Et pouvoir exprimer un point de vue de façon linguistique ou corporelle ou énergétique. Donc, un teneur comme un arbre, comme un nuage, un lapin ou un autre animal sont tout à fait capables d'être humains, en fait. Donc, je m'accroche à cette définition du humain. En fait, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est toute chose, être qui est capable d'avoir un point de vue sur la réalité. Et j'ajouterais toute chose, être qui est capable de se connecter avec les points de vue des autres qui ont dans cette réalité. Génial. J'adore cette définition. Mais là, tu mets synonyme homme et humain, c'est ça? Enfin, j'adore la définition de humain, mais c'est juste en gros, tu dis homme égale humain et humain égale ça. Exactement. Parce que je trouve que on est speechless pour le moment sur qu'est-ce que c'est un homme. Personnellement, je manque de mots sur définir vraiment qu'est-ce que c'est un homme, surtout dans ce moment de crise où les polarités se mêlent. Et du coup, la présence de mon pénis, je le sens pas comme une valeur ajoutée, en fait, qui définit vraiment quelque chose, en fait. C'est l'humain avant tout. C'est l'humain avant tout, ouais. C'est vrai, quand je t'ai rencontré, là, tu as un peu de maquillage sous les yeux, et parfois, je t'avais vu dans des tenues plus festives avec des kimonos colorés et tout. Et c'est marrant parce que même si j'essaie de pas avoir ce biais, je me suis dit, tiens, lui, il doit préférer les hommes. Et je me demandais comment est-ce que tu vis parfois, ou comment tu as pu vivre à l'époque, ou à différents moments que, de par ton métier ou ta manière de t'habiller,
on puisse associer à ta préférence sexuelle. Alors que, te connaissant, tu as une préférence pour les femmes, a priori. Enfin, jusqu'à la dernière fois que je t'ai rencontré, ça a peut-être évolué encore un peu, mais... Un mot sur l'habillage. La philosophie du kimono, c'est incroyable, non, parce que elle prévoit des espaces de vide et de plein. C'est ça qui propose le kimono. Et du coup, ça laisse l'espace, en fait, à quelque chose pour s'épanouir, pour fleurir comme ça. Donc la question du vide et du plein, elle est à l'intérieur de la bille. J'adore ça. Par rapport à mes rencontres bizarres dans ma vie, je me suis trouvé souvent dans des situations dans lesquelles des hommes qui aiment les hommes se sont approchés à moi en croyant directement que j'aimais les hommes. Mais souvent, il y avait des copains à eux à côté qui leur disaient « Mais tu vois pas qu'il explode d'hétérosexualité ?» Du coup, ça, souvent, ça m'a sauvé la vie. On va dire ça comme ça. Ouais. Sincèrement, ça n'a jamais généré de la gêne. J'ai toujours vécu ça comme une espèce de petit acte d'amour. Tu offres ton énergie au regard de l'autre et c'est l'autre qui complète, en fait, qui crée le sens de ce qu'il voit. Donc, j'ai trouvé plutôt beau que des hommes étaient attirés par mon énergie, en fait, que ce soit esthétique, corporelle ou la façon de bouger, etc. Donc mais ça, c'est c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à travailler par une chorégraphe argentine, Constanza Macra. C'est la première qui m'a proposé de m'habiller en femme sur scène pour dire un texte de Gramsci, assez pop, on va dire ça comme ça. Et c'est là où quelque chose s'est révélé, en fait. Une autre partie de moi-même s'est révélée. Je crois que c'est là que tout le voyage a commencé, en fait, dans cette rencontre avec mon féminin, et qu'aujourd'hui, il est complètement marié avec mon masculin, en fait. C'est le potentiel transformatif et cathartique du théâtre. Le fait qu'on se met une petite ligne sous les yeux et bam. Aujourd'hui, je remarque que les gens dans la rue continuent à se focaliser, mais heureusement j'ai la barbe, du coup ils ont moins de doutes, mais toujours. Mais moi, je l'associe moins à un geste féminin, plus à quelque chose sumérien. J'ai dans la tête toutes ces sculptures des Sumériens, des Assyriens babyloniens ou des Égyptiens, où il y a ces traits-là. Pour moi, c'est plutôt ça. Il y a quelque chose qui a à voir. Ils faisaient ça pour se protéger du soleil, en fait. C'était une façon pour eux de protéger les yeux du soleil. Donc, il y a du soleil tout le temps ici, en Belgique. Donc, il faut se protéger. C'est sûr, il y a beaucoup de soleil. Ouais, c'est marrant les deux choses que tu dis, parce que moi, j'ai toujours aimé plaire aux hommes et aux femmes, et ça a toujours été un truc où je me sentais valorisé de plaire aux deux sexes. Par contre, de temps en temps, quand les gens assumaient que je pouvais être homo, à une époque, ça me gênait. Il y avait un truc comme si j'étais plus un homme, comme si j'étais plus viril, et j'ai pu me sentir moins beau d'une certaine façon. Et donc pour moi, il y avait deux trucs. Et aujourd'hui, je m'en fous, je trouve ça génial. Si on pense que je suis homo, je me dis cool, très bien, c'est cool, ça me fait plaisir. Mais il y a eu un moment où ça a été, dans ma construction d'homme ou de masculin, ça a été pas toujours évident qu'on pense que je sois homo. Donc je me demandais si tu as eu des moments comme ça où... Là, quand tu parles en ces termes, j'ai dans la tête des épisodes, mais ça s'est passé avec un homme, mais c'est aussi parfois passé avec des femmes, du coup, où il y a cette invasion, cette envie de moi qui est trop invasive, donc je l'associe pas forcément aux relations du même sexe. Non, par contre, ce qui est particulier dans mon parcours, c'est que c'est le féminin, en fait, de ces dernières 10 ans, 15 ans, qui m'a permis d'arriver à découvrir mon masculin, en fait. C'est ça. C'est le fait de mettre en avant mon féminin, que un des effets collatéraux était celui de plaire aux hommes, engendrant des situations assez sympathiques, mais c'est ça, en fait. C'est ça. C'est comme si je manquais de modèle masculin ou je sais pas comment dire, pour faire épanouir, fleurir ma masculinité, en fait. Et du coup, j'ai dû passer par le féminin. Ouais, je comprends. Moi, c'était un prof de chant qui me disait que pour travailler tes graves, tu avais besoin de travailler tes aigus et inversement. Et c'est vrai que par moment, en tout cas moi,
Quand j'ai passé un moment dans mon féminin, c'est beaucoup plus simple d'être dans mon masculin. Une fois que j'étais dans mon masculin, c'est beaucoup plus simple de pouvoir voyager dans les deux. C'est que je suis beaucoup plus léger dans les deux, de pouvoir jouer dans les deux polarités. Moi, me fait derrière que quand je passe dans un moment masculin, j'ai moins de pression à pouvoir à être un entre guillemets d'extérieur, un homme blanc privilégié. Parce que je me dis, ok, j'ai passé suffisamment de temps dans mon féminin pour aller explorer ça sans que ce soit dangereux. Moi, aujourd'hui, je me pose vraiment la question. Enfin, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est masculin, qu'est-ce que c'est féminin, apparemment, il y a des idées assez concrètes de qu'est-ce que ça peut être la virilité. Mais souvent, la majeure part des mots qu'on utilise pour identifier le masculin, le féminin, en fait, tu peux les passer dans l'autre camp. Du coup, je me pose vraiment la question s'il existe. Enfin, si ce langage n'est pas trompeur, cette façon qu'on a de séparer les choses, de les distinguer, je me pose vraiment la question si c'est des choses différentes, le masculin et le féminin. Mais c'est une vraie question. Quelqu'un dirait si on est passé de l'âge du poisson à l'âge du Verseau, c'est-à-dire de l'âge de dualité à l'âge de l'union. Mais ça, c'est ma quête d'aujourd'hui, comprendre vraiment si c'est juste le langage qui a besoin de distinguer ou si c'est vraiment de résonances différentes de l'être, en fait. Je peux comprendre la question de la lumière, de l'obscurité. Ça, je la comprends. Mais masculin, féminin, ça me trouble aujourd'hui. Ouais, c'est une polarisation qui met encore les deux en opposition, en fait. Ouais. Qui peuvent être mis en opposition. Après moi, c'était une définition que j'aime bien et que j'ai gardée et que j'ai mis, que j'avais entendu sur un colloque sur le masculin sacré. Et il disait, pour moi, le masculin sacré, c'est tendu vers, et le féminin sacré, c'est ouvert pour. Que tu peux retrouver à un certain endroit dans comment fonctionnent les spermatozoïdes, qui sont une sorte de petite bande de gars qui veulent foncer droit vers un truc, alors que l'ovule est ouvert et accueilli pour. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au moment de la conception, le moment où les spermatozoïdes rencontrent l'ovule, ça s'inverse. C'est l'ovule qui dit « je choisis toi » et le spermatozoïde qui se laisse choisir. Mais dans la première énergie avant qu'ils se rencontrent, il y en a un qui est plus accueillant, posé, lent, et l'autre, c'est on va se battre les uns les autres pour être le premier. Mais donc dans les deux, même à cet endroit-là, dans les spermatozoïdes et dans nos gamètes, il y a les deux énergies à un moment. Bah ouais. Merci pour ça. Ouais. Est-ce que tu as eu un besoin à un moment de te sentir homme? Comment, tu vois, de mettre du maquillage et tout ça a fait évoluer ton rapport identitaire? Comment ton identité a évolué entre peut-être quand tu avais 15 ans et que tu avais peut-être comme moi envie d'être très viril et aujourd'hui peut-être plus du tout? Comment ça a évolué au fur et à mesure de ton métier, de tes tenues, Je dirais deux choses. La première, en étant un frontman, tu as artistiquement parlant, tu dois faire face à des publics, tu dois faire face à des producteurs, tu dois te vendre, non? Et bien, même si je pense à ça, où la virilité serait bien utile là, mais il y a tellement de sensualité en ça que aujourd'hui j'aurais des doutes. C'est clairement quand on me disait vas-y maintenant tu vas parler avec celui-là, et tu vas vendre le spectacle, là où tu dis ok j'inspire, je suis homme, j'y vais quoi. Je sais le faire, je peux le faire. Ouais, mais par contre quand après j'agissais avec la personne, j'étais toujours en train de bouger mes cheveux, quoi. Je crois qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus besoin de me sentir homme, c'est-à-dire de sentir que j'ai de l'espace dans lequel je puisse bouger dans les deux polarités. Quand j'étais plus jeune, plus petit, l'énergie masculine me faisait un peu peur parce que je l'associe à des expériences traumatiques. Du coup, je me défendais un peu de cette énergie. Mais par exemple, aujourd'hui, en étant père d'un enfant de 6 ans, un des premiers jours d'école, il revient et
comme ça, il me voit avec une jupe et me dit, mais les jupes, c'est pour les filles. Alors que, à la maison, on n'a jamais parlé, on fait pas ces distinctions. Donc, je vois qu'il y a tellement de conditionnement, en fait, et ça commence très tôt, qu'on se perd, en fait, on se perd là-dedans. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de lui montrer qu'un homme, quelqu'un qui a un pénis, partons sur ça, sur cet accord-là, de qu'est-ce que c'est un homme, peut s'habiller de rose, peut mettre un joue, peut mettre, sans perdre son pénis. En continuant à plaire aux petites copines, aux femmes, ou quoi que ce soit. Ouais. Ça, je pense, c'est une de mes missions paternelles, en fait, de lui faire voir que, il y a de la place, il y a de l'espace, il y a... Ouais. Est-ce que ton métier d'artiste, t'es danseur, c'est ça, et chorégraphe aussi, il me semble? Metteur en scène et chorégraphe. Metteur en scène et chorégraphe. Est-ce que c'est encore des métiers où il y a beaucoup de clichés sur le côté très féminin, etc. Est-ce que ça a aussi venu compliquer ton rapport à cette construction de la masculinité? Est-ce que ça a été quoi ton cheminement par rapport à son activité? Je peux sincèrement dire que le métier et le milieu, pour moi, a été des maîtres. Ils m'ont beaucoup appris, surtout le milieu de la danse qui est très très ouvert d'esprit. J'habite à Bruxelles depuis 15 ans et en 15 ans, j'ai vu un tas de activisme, d'associations féministes, faire un travail de fond, de parler aux gens, de faire des initiatives, des spectacles, etc. Je trouve qu'en 15 ans, Bruxelles a vraiment changé de ses couleurs, en fait. Et c'était beau être témoin de ça, voir qu'on peut changer les choses, faire bouger les choses. Et du coup, tu vois que à la tête des institutions, les choses changent, que les programmations changent, que le public change, qu'il y a des lois qui passent. Enfin, tu vois qu'il y a une action. Du coup, je trouve que le milieu était vraiment mon maître, en fait. M'a beaucoup influencé, en fait, pour élargir mon horizon, en fait. Ouais. D'un point de vue social, je dirais. Ouais, absolument. Et pour reprendre sa question, est-ce que tu as senti une différence entre l'époque où tu étais danseur et le rapport à ton identité entre danseur et metteur en scène, ou comment ça a évolué, ou comment c'était entre les deux? J'irais, j'ai senti une différence géographique. À l'époque où j'étais en Italie, moi je viens du sud de l'Italie, et le moment où je suis passé au nord de l'Europe. Ça, oui, ça a une claire différence. Ouais. Si je me promène comme ça en Italie, je dois m'attendre à éveiller la honte ou le malaise des autres, qui te le renvoie comme si c'était toi le problème, en fait. Ouais, c'est-à-dire que là, il n'y a pas eu encore un travail culturel de fond qui est mis en place. Alors que dans la tradition populaire du sud de l'Italie, il y a la figure du travesti, par exemple, qui est vraiment très 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 ancienne. Du coup, elle est reconnue, et en plus, elle a une fonction chamanique, c'est-à-dire qu'il est là pour dire les choses vraies. Mais utilisant même un langage très 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 salé et piquant. Du coup, on lui reconnaît une espèce de sagesse à cette figure. Voilà, mais elle est emprisonnée dans ce rôle, on va dire ça. J'allais dire même dans la musique, parce que j'ai pas énormément de références sur la culture vraiment spécifiquement italienne, mais par contre dans la musique, c'est pas rare de voir des artistes italiens avec des cheveux longs ou du maquillage. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui se fait pas mal. Est-ce que est-ce que c'est plus simple, ou est-ce qu'au contraire c'est pas encore ancré dans les habitudes, quoi? Alors, je suis pas la meilleure. Ou alors c'est peut-être le côté un peu rocker sensuel qui est autorisé sur scène, mais pas autorisé dans l'intimité. Je suis pas la meilleure personne, je regarde pas beaucoup la télé, surtout en Italie, donc. Mais je crois que les Maneskin, par exemple, parce que je pense que c'est en train de penser,
à ma connaissance, c'est une rareté. Enfin, je ne connais pas beaucoup d'hommes qui sont tellement ouverts d'en croiser les polarités. Et si je pense à d'autres chanteurs que j'écoute, italiens, je les caserais plutôt dans une idée de masculin, homme, ancien régime, quoi. Ok, c'est pas encore une ouverture qui est arrivée vraiment en Italie. Je pense qu'elle est vraiment là dans les nouvelles générations. Enfin, ouais. Ok. Voilà. Ok. De toute façon, il est censé avoir un truc où plus tu montes vers le nord et plus tu es censé avoir d'égalité homme-femme et plus en plus de liberté pour les corps. En tout cas en Europe. Tu as un peu un côté, quand tu montes vers Pays-Bas, Danemark, Suède, Finlande, ça commence à être de plus en plus libre. Donc effectivement, peut-être que si tu descends vers le sud, tu peux avoir la contraposée. Bah, j'espère qu'on reçoit des commentaires en disant « Ah, mais regardez ça, regardez ceci ». J'espère que, voilà, qu'on nous ouvre, enfin, parce qu'on voit pas tout, mais... Et pour revenir sur les trucs que tu disais, moi je sais qu'effectivement le métier de comédien, à un moment, ça a été une excuse de pouvoir jouer un rôle de travelot et de travesti. Donc ça m'a permis d'aller à Pigalle, acheter des chaussures en 46 à talons de 12 cm. Ça m'a permis d'acheter un corset, une jupe, un truc pour mettre des faux seins. Ça m'a autorisé à aller me faire épiler tout le corps pour la première fois. Et c'est vrai que je pense que sans ça et sans cette excuse artistique de pouvoir aller changer, je sais pas si je l'aurais fait, tu vois, dans ma vie de tous les jours, de régulièrement mettre des talons, ce qui m'a amené après à danser en talons, de faire des vidéos sur la contraception en talons. Et c'est vrai que l'art est une bonne manière de pouvoir jouer et d'explorer et de se déconstruire et ensuite de le ramener dans son quotidien. Tout à fait. Tout à fait. Moi, par rapport à ça, d'aller dans le magasin, une chose que je me rappelle au début, moi, enfin, le 97% de mes habits vient des magasins de femmes. Et du coup, chaque fois, je dois rentrer, expliquer que c'est pour moi. Et je me rappelle au début les réactions des vendeuses, dire ah bon, enfin, il y avait un certain court-circuit dans les modalités. Mais je pense que j'étais aussi moi un peu timide, mal à l'aise en faisant ça. Mais aujourd'hui, elle me regarde et me dit oui, bien sûr, pas de souci, tu peux essayer, vas-y tranquille. Enfin, donc c'est moi qui a changé, c'est l'époque qui a changé, j'en sais rien. C'est vrai que moi j'ai fait ça dans mon village où j'habite, où on est 3500 habitants. Première fois, je suis rentré dans la boutique pour faire j'aimerais acheter cette robe. Elle a fait genre et à la fin, elle vous va trop bien, elle est trop cool. Et pareil, dans une deuxième où je suis allé m'acheter une tunique. Et vraiment, il y avait que des femmes plutôt 50-60 ans qui m'ont regardé genre mais qu'est-ce qu'il fait? Et au bout de 2 minutes, elles ont fait oh, elle est trop bien cette tunique, je l'ai pas vue dans la boutique, où est-ce qu'elle est? Je lui ai fait elle est là-bas si vous pouvez la trouver. Et on a commencé à avoir des discussions. J'ai commencé à avoir des discussions avec toutes les femmes de la boutique sur les tenues et les trucs. Et donc c'est vrai que c'est de plus en plus simple de pouvoir s'habiller avec des vêtements féminins aujourd'hui. C'est fou comment ça peut autoriser un adulte, on parlait de référentiel et d'avoir des référentiels plus âgés pour ça. Et moi j'allais chez un pote et j'avais ma jupe et je vois son fils qui me regarde. Je suis là, je les aide à ranger la maison et tout. Et puis vraiment, tu vois, il me regarde et puis il me fait Marc, pourquoi tu mets une jupe? Je fais je sais pas, parce que je trouve ça beau, je trouve ça léger, parce que j'aime bien et que j'ai envie d'en porter. Il fait ok, pas grand chose. Et le lendemain, son père m'envoie une photo WhatsApp de son fils avec la robe de sa maman à fleurs. Et j'étais genre trop bien. Et je me dis c'est fou comment ça peut aller vite, ça peut s'autoriser à aller vite. Et alors je lui ai demandé pour ça, parce que moi j'ai un truc encore, parce que moi j'ai encore des endroits où j'ai des difficultés à me déconstruire. Je sais que par exemple quand je m'habille en féminin, il y a un côté où j'aime bien qu'on voit mes muscles. C'est-à-dire que j'adore mettre des robes et des trucs où on voit mes épaules, où on sent que j'ai un corps d'homme dans une tenue féminine. Je sais pas si tu as un peu ça, cette envie d'androgynie, tu vois, qu'on sente un corps masculin sous un truc un peu sensuel. Oui. J'ai pas tes muscles, mais oui, absolument. J'y travaille. Je fais de l'escalade 3 fois par semaine, j'y travaille. Mais si, je comprends absolument. Ouais. Bah, j'imagine que tu le fais surtout pour la personne qui est au miroir. Donc, tu le fais surtout pour toi quand tu fais ça. Et puis, tu l'offres aux autres. Absolument, oui. Ce matin, j'étais à la Maison des Arts de Bruxelles, c'est un musée d'art contemporain, et il y avait des enfants de 10 ans. Je vois qu'ils me regardent
parce que j'avais la jupe et j'étais maquillé. Et puis il y a une qui s'approche. Mais toi t'es comme Joey. Et je dis oulala, c'est qui ce chanteur? Ah non, c'est pas un chanteur, c'est un ami de maman. Il s'habille tout le temps avec la jupe et avec le maquillage comme toi. Merci, ok. Du coup, j'ai senti qu'ils étaient curieux, mais en même temps c'était un peu familier, tu vois. Et je me suis senti bien, quoi. Tu vois, à la maison, ok, cool. L'innocence des enfants, quoi. Ouais, et j'ai l'impression que là, dans les générations plus jeunes, il y a de plus en plus de références variées, en fait. Non, en plus, moi, c'est un truc que j'adore dans ta... Alors, effectivement, si les gens ne savent pas ou voient pas la photo, t'as des grands longs cheveux noirs, moi, en tout cas, je te trouve plutôt beau et musclé, et il y a quelque chose que j'adore quand il... Et effectivement, quand je te vois en kimono danser, il y a quelque chose de très surprenant dans ton énergie qui est à la fois avec un truc parfois très masculin dans une présence, mais il y a derrière, il y a une forme de sensualité et de douceur et de beauté. Et c'est vrai que tu incarnes très très bien pour moi les deux. Et ce qui fait que par moments c'est très dur de te mettre un genre. Parce qu'évidemment, t'as les cheveux longs, t'as la barbe, t'as le truc, t'as les vêtements, mais en même temps, il y a tout un truc, une androgynie. Parce que moi, à 60 c'est un endroit où il n'y a plus de genre que j'aime, où t'embrasses les polarités. Moi, c'est un endroit où j'ai envie d'aller, c'est d'embrasser tellement les polarités qu'elles se mélangent. Plutôt que de les opposer, ou à force de les faire tourner ensemble comme un bouillon, elles se mélangent, et je trouve que t'incarnes très bien ça. Mais pour moi, il faut aller à fond dans chacune pour vraiment pleinement les vivre et qu'ensuite elles dansent ensemble. Voilà. Mais je sens que la quantité de fois que je suis allé voir un spectacle au cinéma ou au resto et tu sais les serveurs passent vite et te disent madame vous voulez quoi, tu vois, puis ils me regardent, ah pardon messieurs, et donc tu peux faire fondre ces polarités à l'intérieur de toi-même, mais à l'extérieur il y a toujours des conditionnements. Enfin, c'est parce que j'ai les cheveux longs que tout de suite le cerveau dit ah oui c'est une femme. Mais si j'ai les cheveux courts avec toi, peut-être que même si j'habille une jupe, les gens, enfin, n'iraient pas si vite en m'appelant madame, chose que j'adore. J'adore qu'on m'appelle madame. Oui. Ouais, ça fait des rencontres. J'adore. Trop cool. Moi j'ai une question, s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent et qui veulent faire de la danse ou qui veulent porter des jupes ou se maquiller, qui sont plus jeunes et qui n'osent pas, toi ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? De le faire dans le jeu en fait, de jouer à ça, de jouer avec des copains, des copines qui veulent jouer à ça. Parce que c'est un jeu en fait, et c'est un jeu qui après peut donner des cadeaux. Donc, mais c'est un jeu, ça reste un jeu. Donc, d'organiser des fêtes dans lesquelles on se déguise, voilà, tout simplement, et d'imposer aux parents de le faire, qui peut être très 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 amusant. Ouais. Juste, ça m'est venu, donc j'ai envie de le partager. Il y a tout ce mouvement féministe de réécriture du dictionnaire, non, pour faire en sorte de dégendrer les mots en mettant ces X à la fin. À la fois, je trouve ça complètement dangereux dans un sens, parce que ça, à mon avis, ça réfléchit une angoisse de avoir une prise sur la réalité, et à la fois c'est sophistiqué. Enfin, c'est pas des opérations comme ça que le cerveau fait des pas en avant en fait. Et donc ouais, on travaille aussi sur le langage, faire attention au langage qu'on utilise. Ça aussi, ça permet, sans se mettre en habit en fait,
en français, vous avez cette possibilité du pluriel pour les articles déterminatifs, on ne sait pas si c'est des femmes ou des hommes, CES, non ouais, c'est le langage qui cache en soi une pluralité de genres et de personnes. Et je trouve que le langage a une énorme potentialité, en fait, en faisant ça. Inventer des nouveaux mots pour définir des nouvelles choses. En opposition à l'italien où les pluriels font quand même entendre le genre. Ah, ok, d'accord. Et alors après pour Très bien. Ah, parce qu'elle depuis tout à l'heure, je dis, elle nous a dit qu'elle a envie de te parler italien à la fin. Je vous ferai parler italien tous les deux. Mais oui, elle s'appelle Botta. Ah bon, comment... Puis ouais, on habite à Nice, c'est quand même à 3/4 d'heure de l'Italie. Alors juste pour les auditeurs, pour moi le X c'est plutôt un truc en anglais. Par exemple, God et Godex. En français, on vient d'avoir un truc sur ça. Visiblement, jusqu'avant le 18e, tout était genré des deux et que ça a disparu de la langue. Donc aujourd'hui, en fait, c'est plutôt revenir à ce qui était il y a 3 siècles. Ça, c'est au singulier, mais c'est vrai qu'au pluriel dans le français, on a ce luxe qu'à l'oral, on n'entend pas le genre dans beaucoup d'adjectifs qui sont passés au pluriel. Ça, c'est une réalité. Ouais, ça c'est la faute aux voyelles souvent. Non, c'est les voyelles qui portent le genre. Il y a des langues sémites, par exemple, qui n'utilisent pas de voyelles. Il y a que des consonnes qui génèrent une ambiguïté linguistique incroyable parce que tu mets une autre voyelle, le mot change complètement de sens. C'est un peu comme les sons en chinois. Tu te trompes de tonalité et tu es en train de dire des cochonneries et tu le sais pas, quoi. Donc, c'est intéressant de voir les Chinois comme se débrouillent linguistiquement avec les genres, en fait. D'accord. Non, mais quand j'ai choisi ça, c'était pour dire que cette tendance d'aujourd'hui, en fait, c'est revenir à quelque chose qui existait déjà et qu'on réincorpore. Et non, et sur le truc du jeu et tout ça, je trouve ça une bonne idée de jouer, de se déguiser pour la jeune génération et pour moi, à chaque fois, c'est de le faire. Ça me faisait penser à quelqu'un que j'adore, si vous voulez regarder les ouvrages de Alok Dia, qui est un être non-binaire, qui souvent, des corps masculins l'arrêtent dans la rue. Et ils font « Putain, c'est génial comment tu t'habilles et tout ». Et il fait « Toi, tu te souviens pas que tu t'habillais comme une femme quand tu étais petit ?» Il fait « Ah mais si, moi j'étais habillé comme j'étais petit ». En fait, c'est vrai que tous les gamins de corps masculin, on a tous mis les robes de sa maman ou les trucs de sa sœur, des jupes, des talons, on a tous à un moment joué au travestissement. Dans les deux sens. Oui, mais c'est pour dire que, sauf qu'aujourd'hui, une femme qui met un jean, c'est plus aussi provoquant qu'à l'époque de Coco Chanel. Aujourd'hui, mettre une jupe pour un corps masculin, ça reste encore une provocation pour certains. Tu vois, moi je me déguise en cow-boy ou en Zorro. Oui, après, il y a peu d'hommes qui, dans la rue, se déguisent en cow-boy et en Zorro. Moi, bien sûr. Je vous propose que la prochaine interview que vous faites, voilà, toi, Marie-Ange, tu auras la barbe, et toi, tu es complètement habillée en femme. J'ai hésité à mettre la prochaine, j'aurais dû mettre ma jupe, peut-être que ça m'aurait fait du bien. Et pour finir, et en gros, à chaque fois, il leur fait et pourquoi t'as arrêté? Et tous les mecs font et c'est vrai qu'il y a un truc où, en fait, petit jusqu'à un certain âge, c'est naturel, c'est normal de mettre des talons, des trucs, de jouer. Et il y a un moment, ça s'arrête, c'est plus possible, ça disparaît. Et alors qu'effectivement, ça fait partie du jeu et de la construction naturelle de tout être humain de faire ça. Moi, j'ai envie d'ajouter un truc, c'est-à-dire que si je veux acheter une jupe pour homme, je ne sais pas où aller. Et ça conditionne énormément, en fait. Même si je voulais faire pour m'amuser, pour jouer, tu vois. Du coup, je crois que c'est bien de chercher à l'intérieur de moi-même les polarités, de faire un travail psychanalytique avec moi, mon père, mes ancêtres, etc. Mais au final, je nage dans une eau sociale qui est hyper contraignante dans un sens, tu vois. Donc, je pense qu'il faut mettre aussi beaucoup d'énergie là-dessus, de dire, OK, reconnaître parce que le marketing aime cibler, être pointu sur ses targets et pas avoir un truc flou, quoi. Et tout simplement. Mais tout est marketing autour de nous, quoi. Et du coup, on est un peu à la merci de leur catégorie, en fait, dans un sens. Mais la fashion pour les hommes, c'est un truc boring à mourir, quoi. Je veux dire, j'en peux plus, quoi.
Mais et c'est marrant, c'est polo rouge, tu vois. Il est Bordeaux, mon polo. Change ton polo. Moi, j'appelle ça rouge foncé. Et j'ai un short rose quand même. Ça, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on peut parler de ça, parce que c'est un truc que j'adore. Moi, la première fois que j'ai été m'acheter une jupe un peu courte qui ressemblait à un kilt, je pense que j'ai dû faire 6 boutiques, ça m'a pris 3 heures. Derrière, je suis allé m'acheter des jeans pour garçon. Dans mon énergie garçon, j'ai acheté 5 jeans en 10 minutes. Et je me suis dit, ah ok, vraiment, genre, quand je suis dans mon énergie féminine, il m'a fallu 3 heures pour une jupe. Bon, après, c'est aussi parce qu'il y avait moins de choix et de trucs. T'as moins l'habitude aussi. Et j'ai moins l'habitude, mais c'était marrant, putain, dans l'autre, j'ai pris 5 pantalons en 10 minutes, et là, j'ai pris... Et c'est vrai que ce serait cool d'avoir plus de choix. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une photo de Brad Pitt qui a pas mal tourné, on me l'a pas mal envoyé parce qu'il était en jupe longue. C'était cool et il y avait un peu moins un côté jugeant parce que c'était quand même une jupe, c'était plus un kilt, ça faisait très encore un peu kaki militaire parce qu'il avait ses boots, son truc. Et j'étais ok cool, mais ça reste encore avec un truc un peu militaire, un peu je suis encore un homme dedans. Et quand est-ce que tu lances ta marque de jupe pour homme? Ah ouais, ça, on peut la faire avec Pietro. Ça, on l'a fait quand vous voulez. Avec Pietro, moi, j'adore avoir des... Moi, j'ai envie de l'appeler vegan, la marque. Parce qu'on vit le même drame que les végans aujourd'hui. Ils ne trouvent pas les restos vegan. Et nous, on ne trouve pas les magasins, tu vois, où les polarités se fondent, quoi. On vit le même drame, en fait. Ah, c'est vrai. J'adore le conseil de se déguiser et de rapporter du ludique parce que j'ai l'impression que dès qu'on essaye de sortir de quelque chose qui est très hétéronormé en fait et qui est très binaire, il y a une vraie souffrance en fait pour toutes les personnes qui essayent de s'émanciper de ça. Ouais. Et le fait de revenir par le jeu et par le ludique, ça apporte de la légèreté et je pense que ça fait du bien. Et maintenant, pour clôturer l'épisode, voilà les questions rapides. Qu'est-ce que tu aimerais que le masculin ou la masculinité inspire? La compassion, la tendresse. La compassion surtout, hein. La compassion. Cool. Qu'est-ce que ça a été pour toi de grandir dans un corps d'homme? Ça, je le sens aussi fortement. Aujourd'hui, c'est comprendre que je ne suis pas du tout le centre du monde. Ok. Waouh. Maintenant, j'ai envie de passer une demi-heure à comprendre cette réponse. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, je pense que aujourd'hui, il y a d'autres corps qui sont le centre du monde. Et que mon corps d'homme blanc, privilégié, n'est pas du tout le centre du monde et que je dois laisser la place. On vit un moment historique dans lequel il y a d'autres corps qui sont en train de dire des choses, qui ont besoin de parler, en fait. Peut-être après cette émission, on va reprendre le centre, mais je crois que, que les corps portent une vérité et mon corps d'homme blanc, aujourd'hui, n'a pas à avoir le centre. Ouais. Donc toi, tu penses qu'il faut se forcer à rééquilibrer? Parce qu'il y a une part de moi qui a envie de partager et que tout soit équitable. Et effectivement, si on fait l'équité, ce serait de donner un peu plus la parole à ceux qui l'ont pas forcément eu avant. Oui, ça a à voir avec le militantisme, non? Du coup, dans mon privé, si tu viens dans mon salon, on va essayer d'être équitable, équité. Mais dans une prise de parole publique, il faut laisser la place, je trouve. Ouais. Je suis assez d'accord. Moi, à moitié. Ouais, je comprends. Et je me rattache à ce besoin dont je parlais au début de réenchanter le mot homme, faire en sorte qu'il puisse dire quelque chose de énergétiquement positif aujourd'hui. Donc, et je crois que c'est quelque chose qui va conditionner les 10 prochaines années, 20 ans, enfin, ouais, c'est sûr. On peut pas se taire, mais on doit quand même laisser passer des drames qui ont besoin de s'exprimer là. Ouais, en fait, c'est plutôt que de prendre de la place, c'est prendre sa place et laisser la place à chacun. Alors ça, dans cette formulation-là, elle est super calée en formulation. Parfois, j'arrive, je suis un peu bourrin et elle me reformule ou elle me demande de reformuler. Formulé comme ça, j'adhère à 100% à Génial. Presque mes méthodes féministes. J'ai trouvé, il aura fallu 8 épisodes. On a tous besoin d'un Marie-Ange dans la vie. Hein. Franchement, je vous conseille d'avoir une Marie-Ange dans votre vie, c'est chambé. Et il y avait une question, est-ce que ça t'a eu envie à un moment d'être dans un corps de femme ou d'être femme? Tout le temps. Tout le temps.
Tout le temps. Et parfois, c'était tellement fort. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui te donnait envie d'être... Hein? Qu'est-ce qui te donnait envie? Je savais que ça, c'est pas marqué sur le papier, cette question. Je crois qu'il y a de tout. Il y a le désir de s'habiller comme je veux, tu vois, d'aller faire les magasins. Il y a le désir d'avoir des énormes seins, parce que pour moi, c'est un symbole primitif de force de vie. Il y a aussi le truc un peu plus dark de vouloir plaire et avoir un pouvoir séductif sur ces petits hommes qui me cherchent, tu vois. Et je ne m'exclurai pas de ce gros team de football qui espère toujours avoir un orgasme féminin. Donc moi aussi, j'espère un jour avoir un orgasme féminin. Génial. D'un point de vue que ce soit politique, économique, culturel, social, peu importe, si tu avais le pouvoir de prendre une décision, quelles seraient les premières mesures que tu choisirais pour tendre vers plus d'égalité? Merci parce que je me projette jamais si haut, tu vois, en tant que king, roi qui peut changer le monde. Waouh. On reste bien dans l'égalité des genres, dans l'égalité de cette égalité-là, ou Ça peut être de l'égalité sous toutes ses formes, parce que de toute façon... Égalité économique, il faut fermer les banques, tout simplement. Du moment qu'on ferme les banques, tout se résoudre. Je vais faire la fin de Kennedy là. Bon, il y a quelqu'un qui va me tirer dessus. Mais ouais, enfin, la première chose, je vais faire une petite loi qui dit OK, stop avec les banques. D'un point de vue politique, je crois que au niveau de l'éducation, là il y aurait du pouvoir, avoir des cours à l'école sur l'énergie, sur les polarités, sur la compassion, sur l'intelligence émotionnelle, faire ça et que ce soit gratuit pour tout le monde, tu vois. Ça va changer l'espèce. Ça va changer l'espèce. Ouais. Et puis tout le politique va découler de ça. Parce que du moment que tu ouvres ton cœur, beaucoup de choses n'ont plus de sens. Beaucoup de choses dans lesquelles on vit n'ont plus de sens. Trop bien. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 5-6 ans? Avec moi de 5-6 ans? Ouais. Aujourd'hui, il rigole tout le temps, donc c'est difficile de lui parler, tu vois. Il est hyper actif et il rigole tout le temps. Mais je lui dirais surtout merci de s'être incarné là où il s'est incarné, d'avoir résisté. Je lui dirais merci. Merci de ne pas avoir cédé, d'avoir... Ouais. Je dirais merci. C'est beau. Cool. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie équilibrée entre ton énergie masculine, ton énergie féminine et justement ces polarités? Je crois ce matin en allant chercher les croissants où la boulangerie en face de chez moi et on se connaît très bien. Et elle me dit « Ouh !» Et j'ai dit « Je crois que... » Ouais. Ouais. Après, je crois qu'on partage peut-être ça ensemble. J'aime bien la nudité, en fait, au-delà du costume, non? Et je crois que dans la nudité, j'arrive à me sentir... ouais. Donc j'ai passé une semaine à Ibiza presque nu tout le temps et cette liberté-là, elle est incroyable. Elle
elle me permet facilement d'accéder à ma balance. Ouais. Canon. J'adore cette question parce que quand on l'a préparée, je pense que toi comme moi, on s'imaginait que les gens allaient avoir certains moments assez exceptionnels en tête où ils s'étaient sentis vraiment équilibrés. Et finalement, à chaque fois qu'on la pose, les gens ont l'air de dire que c'est plutôt très souvent. Et pour moi, il y a un vrai côté d'espoir que finalement, on se sent pas si mal que ça à l'échelle globale. Et ça fait du bien. Bon, c'était la dernière question. Et avant de conclure, je vais essayer de faire aussi bien que Marie-Ange dans ma présentation marketing. Est-ce que tu as une actu en ce moment que tu veux nous partager ou quelque chose Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui nous écoutent ? Oui, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. On fait des spectacles, donc là on est en Belgique et puis bientôt on va aller en Amérique latine et puis on revient en Europe en février. Donc tous les infos sur Facebook, sur le site internet. Le nom de ta compagnie ? Pardon ? Le nom de ta compagnie pour ceux qui veulent aller voir ? Le nom de la compagnie s'appelle Insieme Irreali, qui est un nom italien un peu ardu, et mon site web par contre a mon nom, donc il faut comprendre le jeu là-dedans. Et puis voilà, pour ceux qui sont de passage à Bruxelles, si on arrive à se connecter, c'est magnifique. Je commence à organiser des cercles d'hommes, de brotherhood et de fatherhood. Donc ça va commencer mi-novembre. Ça va être une nouveauté pour moi. Et on va voir où cette aventure va nous amener. Génial. Merci beaucoup Pietro, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci. Merci beaucoup à vous, c'était vraiment un plaisir de partager tout ça. Et c'est très beau cette initiative que vous faites. C'est très très beau. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le diffuser plus largement, nous vous invitons à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour suivre les actualités du podcast et nos partages autour de lectures et de découvertes en lien avec ce sujet. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Homme le podcast.